Lors du dernier cours, j'ai présenté la méthode hydrologique de Nantes, dont nous avons appris qu'elle était basée sur les méthodologies holistiques des meilleures pratiques des années 1960 et 1970, mais qui simplifiait trop le régime du débit en recommandant uniquement des seuils de débit minimum saisonniers et un débit de rinçage relativement faible. Au milieu des années 90, la communauté scientifique sur les débits environnementaux a compris que la préservation des multiples composantes du régime de débit naturel d'une rivière est nécessaire pour atteindre la plupart des objectifs environnementaux fixés pour la gestion des rivières. Des études détaillées et la connaissance des relations entre l'écologie et le débit sont nécessaires pour distinguer avec certitude les composantes plus ou moins importantes du régime de débit et nous aborderons ces approches dans les deux prochaines unités, c'est-à-dire les unités 10 et 11. Mais tout d'abord, examinons deux méthodes hydrologiques qui sont basées sur le paradigme du débit naturel et qui permettent donc de quantifier toutes les composantes ou la plupart des composantes du régime de débit d'une rivière. En l'absence d'une compréhension suffisante des relations écologie-débit, c'est le seul moyen de faire des recommandations de débit environnementaux élevées en toute confiance en utilisant des approches hydrologiques. Deux méthodes ont été mises au point par les scientifiques de Venature Conservancy sous la direction de Brian Heater et en coopération avec un certain nombre de partenaires. La première est l'approche de la gamme de variabilité ou RVA qui a été publiée en 1997, un an après la publication des indicateurs d'altération hydrologique et la même année, le paradigme du débit naturel a été publié. Les paramètres de l'IHA constituent plutôt la base de la RVA qui les utilise pour fixer des objectifs de gestion du débit afin de rétablir des régimes de débit plus naturels dans les systèmes fortement modifiés. Cette approche est l'une des premières à inclure la coopération directe avec les gestionnaires de l'eau, en particulier les exploitants de barrages, parmi les étapes de la méthodologie. Elle était alors révolutionnaire et a lancé un partenariat entre The Nature Conservancy et le corps des ingénieurs de l'armée américaine qui se poursuit jusqu'aujourd'hui et a apporté une richesse de nouvelles connaissances et une expérience de mise en œuvre de la communauté des débits environnementaux. Nous donnerons plus d'informations à ce sujet plus tard. La deuxième méthode est l'approche de pourcentage de débit, ou POF. Bien que l'approche soit plus simple que la RVA, elle est publiée plus récemment et constitue un moyen également de fixer rapidement les normes de précaution des débits environnementaux compréhensibles par tous. L'approche introduit le concept de limite de durabilité qui définit des plages d'altération admissibles par rapport aux conditions naturelles. Examinons d'abord l'approche du pourcentage de débit. Le concept de pourcentage du débit est simple et direct, à commencer par la reconnaissance du fait que la variabilité annuelle et interannuelle complète du régime de débit naturel est la variable maîtresse pour répondre aux besoins de débit des espèces indigènes et des processus des écosystèmes. Ainsi, le maintien du régime d'écoulement naturel offre le plus haut niveau de protection écologique. Tout écart par rapport à une composante quelconque du régime d'écoulement naturel, qu'il s'agisse de plus ou de moins d'eau, augmente le risque de dommages et de dégradation écologique. Sur la base de l'examen des études de cas de 3 États américains et de l'Union européenne, Richter et ses collègues proposent que pour un niveau élevé de protection écologique, l'altération des débits naturels soit limitée à un écart de 10% par rapport au débit naturel et pour un niveau modéré de protection écologique, l'altération soit limitée à un écart de 20% par rapport au débit naturel. Dans cette approche, les écarts en pourcentage par rapport au débit naturel doivent être également quantifiés, surveillés et gérés quotidiennement. Des pas de temps mensuels sont également possibles au niveau de la planification.
mais les plans doivent toujours être basés sur une connaissance des schémas quotidiens associés à chaque mois. Cela est nécessaire pour éviter d'allouer trop fréquemment de l'eau qui n'est pas réellement présente dans la rivière, car les estimations de la disponibilité sont basées sur des moyennes. Nous avons constaté que ce même défi dans la mise en œuvre de la méthode tenante, également basée sur des valeurs moyennes, mais à un niveau annuel qui introduit des chiffres encore plus faussés. Les auteurs de cette méthode reconnaissent que de nombreux gestionnaires de l'eau trouveront difficile d'appliquer cette approche de précaution. Ils reconnaissent également que ces normes serviront de la manière la plus réaliste possible de référence temporelle et conservatrice pour la mesure par défaut des normes des débits environnementaux jusqu'à ce que des approches plus personnalisées puissent être appliquées au niveau local et régional. Pour en savoir plus sur cette approche, l'auteur principal Brian Fisher veuillez bien vouloir consulter les matériels disponibles en section supplémentaire, matériel complémentaire. L'approche de la gamme de variabilité, tout comme l'approche de pourcentage du débit, est destinée à être appliquée dans les systèmes fluviaux où les objectifs environnementaux comprennent la conservation de la biodiversité aquatique indigène et la protection des fonctions naturelles des écosystèmes. Mais elle est structurée de manière à tirer parti des paramètres de l'IHA pour définir des objectifs de gestion basés sur l'ensemble des composantes écologiquement pertinentes du régime de débit naturel. La première étape consiste à appliquer l'IHA et à quantifier les 32 paramètres énumérés dans le tableau ci-contre. Vous avez déjà vu dans le cours au niveau de l'unité 6, dans votre pratique initiale avec le logiciel IHA, comment mettre en œuvre et quantifier ces 32 paramètres. L'étape 2 consiste à fixer des objectifs de gestion pour chacun des 32 paramètres, en veillant à ce que le régime d'écoulement géré ne dépasse pas la fourchette de variabilité établie pour chaque objectif. Idéalement, les fourchettes de variabilité acceptables seront basées sur la connaissance des relations débit-écologie dans la littérature scientifique publiée. Au lieu de ces connaissances, les auteurs suggèrent d'établir des plages initiales de plus ou moins un écart type par rapport à la valeur moyenne de chaque paramètre. Cela correspond à des objectifs qui seraient naturellement atteints jusqu'à environ 68% du temps, soit environ 7 sur 10 ans. Sur la base de ces objectifs, la troisième étape consiste à établir des règles de mise en service des barrages ou un système de gestion plus large pour permettre la réalisation des objectifs la plupart de l'année. Les règles de mise en décharge des barrages sont simples, mais soumises à de nombreux intérêts contradictoires, de sorte que l'évaluation des objectifs environnementaux à des niveaux décisifs nécessitera de l'influence et de la créativité. Lorsque plusieurs barrages ou un certain nombre de barrages et un certain nombre de personnages hors canal sont concernés, une approche systémique plus large est nécessaire pour atteindre les objectifs. Nous verrons quelques-unes des approches systémiques lorsque nous atteindrons les unités de mise en œuvre du cours. L'étape 4 souligne l'importance de surveiller et de continuer à accroître notre base de connaissances par la recherche. Étant donné que la base de données purement hydrologique est utilisée pour la méthode RVA, cette méthode n'a pour but que de fixer des objectifs initiaux de gestion des rivières. L'étape 4 met en route un processus d'affinement des objectifs en surveillant si les interventions de gestion atteignent les objectifs chaque année et en menant des recherches pour combler les lacunes reconnues en matière de connaissances. À partir de
cette base hydrologique, l'approche de quantification et de gestion des défis environnementaux évoluera vers une approche holistique. Les étapes 5 et 6 renforcent cette approche adaptative en soulignant spécifiquement la nécessité d'examiner attentivement les données de surveillance annuelles et de réviser le système de gestion en fonction des enseignements tirés et des nouveaux apports de la recherche. La rivière Roanoke est utilisée comme étude de cas pour la première application de la méthode. Vous avez également accès à ces résultats car vous avez utilisé l'ensemble des données de Roanoke dans le tutoriel du logiciel IHA. L'analyse distingue le régime hydrologique antérieur au barrage de 1912 à 1952 et le régime modifié postérieur au barrage de 1953 à 2004. Dans cette méthode, Ritter et ses collègues recommandent d'utiliser une série de données pré-barrage d'au moins 20 ans. Mais si elle n'est pas disponible, la méthode peut être adaptée pour utiliser les données régionalisées à partir de sites de référence ou simulées à l'aide d'un modèle de ruissellement des pluies. Des chiffres sur cette diapositive présentent l'approche par défaut pour appliquer la méthode RVA. En l'absence d'objectifs de gestion basés sur des connaissances détaillées en matière d'écologie des débits, il recommande de définir la fourchette cible sur la base d'un écart type au-dessus et au-dessous de la valeur moyenne de chaque paramètre pour la période précédant le barrage. Ces graphiques présentent 3 des paramètres les plus fortement modifiés dans le dossier, qui représentent les grandes inondations. Le schéma naturel des grandes inondations persistant pendant 1, 2 et 7 jours est indiqué en vert. La ligne en pointillé représente la valeur médiane de la période précédant le barrage et les lignes pleines marquent les limites supérieures et inférieures de la plage d'écart type de 1. Les limites supérieures et inférieures de l'écart type 1 s'étendent également à la période post-barrage, mais nous voyons que presque toutes les données post-barrage se situent en dehors de cette plage. En fait, 100% des valeurs maximales sur 1 jour à 3 jours pour les années post-barrage se situent en dessous du seuil inférieur et 89% des valeurs maximales sur 7 jours se situent en dessous du seuil inférieur. Cela indique que la régulation du fleuve a éliminé toutes les grandes inondations du système. Cela peut être avantageux du point de vue de la sécurité publique si des constructions ont eu lieu dans les plaines inondables historiques. Mais cela a des conséquences écologiques néfastes car les grandes crues sont importantes pour maintenir la morphologie du canal et rajeunir les zones inondables. Elles servent probablement aussi d'indice pour l'initiation d'autres aspects du cycle de vie des espèces indigènes dans le système. La régulation de la rivière a également modifié la synchronisation des hauts et bas débits dans le système. Ces chiffres indiquent les changements de débit au cours du mois de mars. Avant la régulation de la rivière Roanoke, les mois de février à avril offraient des niveaux de débit plus élevés, assez constants et prévisibles par rapport aux autres mois, y compris une concentration des inondations. Ceci est important pour préparer la zone de frais du bras rayé montré sur la photo de la gauche. Les frais commencent en avril et se poursuivent jusqu'en juin. Les souris sur les visages de cette famille indiquent l'importance de cette espèce pour les loisirs et le lien culturel avec les écosystèmes fluviaux. Le bar rayé était également une espèce commerciale importante dans les sections inférieures de la rivière Roanoke. La pêche commerciale du bar rayé est maintenant fermée
en raison d'une combinaison de facteurs, notamment la régulation des débits de la rivière d'une manière défavorable aux frais et au recrutement du bas rayé. Les courbes de la figure du haut montrent la durée pendant laquelle différents niveaux de débit ont été dépassés avant, en vert, et après, en noir, la construction du barrage. Notez la réduction des débits de crue peu fréquents avant le barrage sur le côté gauche du graphique et la réduction des débits élevés stables sur le côté droit du graphique. Le graphique des valeurs de débit mensuel pour le mois de mars sur le graphique du bas montre en fait une légère augmentation de la valeur médiane du débit, mais aussi une augmentation de la variabilité. Les inondations fiables et les hauts débits de base qui se sont produits historiquement au cours du mois de mars sont maintenant plus variables, moins certains et réduits au niveau des inondations et des débits de base. Des altérations significatives sont également observées dans l'ampleur et le moment des faibles débits. Les courbes au niveau de la gauche montrent que les débits minimums sont devenus plus prononcés après la régulation de la rivière, bien qu'ils aient retrouvé leur ampleur au cours des dernières années de l'enregistrement. Les courbes en bas à gauche indiquent cependant que la durée de ces périodes de faible débit est tombée presque entièrement en dessous de la fourchette cible. La figure en haut à droite montre que les périodes de débit minimum dans la rivière étaient autrefois très régulières et concentrées de la mi-septembre à octobre. Ces dates sont devenues plus variables et la médiane s'est clairement déplacée vers la fin de l'année. La figure en bas à droite montre un autre impact spectaculaire sur le débit de la rivière. Le nombre de fois où le débit de la rivière est faible chaque année a triplé depuis la modification du débit. Le nombre d'impulsions de haut débit a également beaucoup changé. Ensemble, ces changements ont entraîné un nombre plus élevé d'inversions des niveaux de débit par rapport aux conditions historiques. Tous ces facteurs de débit induisent un stress dans les écosystèmes aquatiques qui ont évolué pour réussir dans les conditions présentées par les paramètres d'avant le barrage. Sur la base de l'analyse de l'altération du débit de la rivière Roanoke, l'équipe chargée des débits peut recommander des modifications au débit du barrage John H. Kurt qui contrôle une grande partie des débits en aval du système pluvial. La première recommandation est de rétablir les inondations de grande ampleur, dont nous avons vu qu'elles avaient été complètement éliminées dans le système. Ensuite, il recommande que ces inondations soient libérées dans la période de février à avril, où elles se sont produites historiquement. De même, les périodes de basses eaux extrêmes devraient être ramenées à la période de septembre à octobre, où elles se sont produites historiquement. Nous avons vu que ces extrêmes de faible débit se produisent maintenant principalement en décembre. Pour rétablir les conditions de débit plus naturelles, le nombre d'impulsions de haut et de bas débit doit être réduit, mais la durée de ce nombre réduit doit être augmentée. Actuellement, il y a un nombre excessif d'impulsions de courte durée. Cela est probablement dû à des décisions de gestion influencées principalement par les objectifs de la production d'énergie hydroélectrique. Ainsi, les deux dernières recommandations appellent à modifier les règles d'exploitation de l'hydroélectricité afin de diminuer la fréquence des inversions des niveaux des hydrogrammes et de modérer les taux de changement des niveaux de débit. Cet ensemble de recommandations et les objectifs de gestion qui les motivent appellent à des changements significatifs dans l'exploitation du barrage. En classe,
nous allons maintenant retracer l'histoire centenaire des biologistes de la pêche qui conseillent les exploitations de barrages sur la modification des débits nécessaires pour restaurer et protéger les écosystèmes en aval. C'était dans les premières unités lors de ce cours en ligne. Nous avons constaté que les exploitants de barrages adoptent rarement les recommandations des biologistes de la pêche. Mais au cours de cette période de 100 ans, il y a eu des changements dans le sentiment du public et les lois environnementales se sont progressivement renforcées. Nous avons également vu apparaître de nouvelles formes de partenariat, comme en témoigne la coopération à long terme entre le corps des ingénieurs de l'armée américaine et The Nature Conservancy. L'ensemble de ces facteurs produisent des changements, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. En 2016, la décision a été prise de modifier les règles d'exploitation du barrage de Cairn et d'adopter une approche dite de quasi-largage de la rivière pour gérer les lâchers de débit. Nous examinerons cela de plus près dans les unités mises en œuvre du cours. Mais pour ceux d'entre vous qui sont impatients de lire, j'ai inclus dans le dossier des ressources supplémentaires le rapport de l'évaluation environnementale évaluant plusieurs alternatives pour modifier l'exploitation du barrage et recommandant l'option de la quasi-lâchée d'eau. Nous voici maintenant à la fin de ce cours. Les messages à retenir sont les suivants. Les meilleures pratiques hydrologiques pour les débits environnementaux sont basées sur le paradigme du débit naturel et prennent en compte toutes les gammes de la variabilité hydrologique. L'approche du pourcentage du débit est basée sur des données du débit moyen quotidien et sur des limites de durabilité établies limitant le degré d'altération des débits. Elle est destinée à servir de référence temporaire pour les normes d'écoulement jusqu'à ce que des approches plus personnalisées puissent être appliquées. L'approche de la gamme de variabilité est basée sur les 32 paramètres du logiciel IHA. Elle détermine le degré d'altération du système et fixe des objectifs de gestion des débits pour rétablir les éléments manquants. Elle propose également des modifications de la gestion des débits pour atteindre les objectifs dans le cadre d'un processus de gestion adaptative. De ces deux approches, des meilleures pratiques reconnaissent que les recommandations en matière de débits environnementaux basées uniquement sur les considérations hydrologiques doivent inclure toute la gamme de variabilité naturelle des débits, car l'importance relative des différentes composantes ne peut être déterminée sans la connaissance de la relation de l'écologie des débits. Cette exigence de protection de l'ensemble du régime contraint les gestionnaires des ressources en eau, limitant la mesure dans laquelle ils peuvent répondre aux autres demandes en eau. C'est pourquoi les méthodes hydrologiques ne visent qu'à fixer des exigences de débit initial ou temporaire. Des évaluations plus détaillées et personnalisées sont nécessaires pour identifier les composantes les plus importantes d'un régime d'écoulement du point de vue écologique et ainsi libérer d'autres composantes qui pourront être utilisées par d'autres demandes. La personnalisation des recommandations en matière de débit en utilisant la modélisation des habitats et des approches holistiques est le sujet de nos 2 prochaines unités. Merci.